Concertation nationale, les sportifs se disent être de vrais ambassadeurs du pays. Ils exhortent le présidium à tenir compte de la nécessité de leur participation à ces forums. Tir des obus meurtriers provenant du Rwanda, Mendo Malanga demande aux Congolais de se saisir des concertations nationales pour consolider la cohésion nationale afin de produire des stratégies pour en finir avec l'ennemi. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'actualité. La nouvelle escalade de violence à l'est du pays entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est le principal sujet abordé par le ministre des Médias, Lambert Mende, au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce vendredi 23 août à son cabinet à Gombe. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur le vrai enjeu de concertation nationale. Blaise Lunda, Alain Kiuka, images et commentaires. Selon le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais, les 11 obus qui sont tombés ce jeudi en 2 temps dans divers quartiers de la ville de Goma en provenance du Rwanda a provoqué des pertes en vies humaines et fait 12 blessés. L'école anglicane du quartier Office 2 a été gravement endommagée. Pour Lambert Mende, il est clair que ces attaques sanglantes visaient délibérément la population civile de Goma alors que les affrontements militaires entre les FARDC et le M23 se déroulent à plus de 15 km du chef-lieu du Nord Kivu. Alors question, quel intérêt a le Rwanda à vouloir perpétuer des actions belliqueuses et criminelles en territoire congolais? Je pense que c'est le magazine Forbes qui a publié il n'y a pas longtemps une estimation assez pointue qui évalue à 25 000 milliards les réserves des minerais de la République démocratique du Congo. Vous pouvez additionner les réserves américaines, celles de la Chine, ça n'atteint pas ce chiffre-là. Ça peut aiguiser les appétits. Et les appétits de gens qui peuvent manipuler des pays autour de nous. Ce n'est pas ceux que nous voyons en première ligne qui sont à l'origine de cette initiative. Certainement qu'ils sont en synergie avec le plus puissant, qui essaye de contrôler cette manne. Il y a quelque part dans le monde, il y a quelque part dans la région, des gens qui estiment que c'est trop pour nous, peuple congolais. Vous savez, quand vous méprisez des gens, vous ne tolérez pas qu'ils essayent du bien. Vous estimez que ce n'est pas mérité. C'est vous qui êtes né de la cuisse de Jupiter, qui avez droit à cela, et pas eux. C'est peut-être ça l'explication. Face aux agressions répétées du Rwanda sur la RDC, Lambert Mende estime que le Congolais devrait se saisir des concertations nationales pour consolider l'unité et la cohésion nationale et inventer des stratégies adaptées susceptibles de conjurer une fois pour toutes ces assauts réitérés. Dans un communiqué publié ce vendredi 23 août, la MONUSCO fait état de la reprise de combat entre les FARDC et le M23 dans la région de Kibati. Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons la situation qui sévit dans cette partie de la RDC. Laine Bofandombungu, Africa Mujinga. Des nouveaux affrontements ont eu lieu entre le M23 et les FARDC. Selon RFI, les versions des deux camps divergent et chacun accuse l'autre de la reprise des hostilités. Les combats se sont intensifiés dans la zone située entre le nord de Kibali et la partie sud de Kibumba, communément appelée 3 antennes. Selon les sources locales citées par Okapi.net, un obus tiré probablement par le rebelle du M23 est tombé dans le village Bugarura, en groupement Munigi, au sud de Kibati. Un enfant et une femme auraient été tués et 5 civils blessés par l'explosion de l'engin. Les habitants auraient quitté les localités situées entre Kibati et Kanyarushina, où seuls les militaires en opération sont visibles. Des sources de la MONUSCO qui accompagnent les FARDC dans la zone de combat assurent, sans donner des détails, que la situation est sous le contrôle de l'armée. Les deux parties s'accusent mutuellement, comme souvent, d'avoir pris l'initiative de ces combats qui ont paralysé les trafics routiers Goma et Rutshuru. La mission onusienne indique que les zones peuplées et les positions des troupes de l'ONU ont été directement visées et touchées par des tirs au mortier indiscriminés. J'ai donné l'ordre à la force de la MONUSCO de réagir et de prendre mesures nécessaires pour protéger les civils et d'empêcher toute avancée de M23, a déclaré Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO.
Et en rapport avec la reprise de combat entre les FARDC et le M23, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a ainsi ordonné à la brigade d'intervention de la MONUSCO de réagir et surtout de protéger le civil. Patricia Amouli pour le commentaire. Les combats se sont intensifiés jeudi 22 août entre les FARDC et le M23 qui bâtit à environ 20 km de Goma. Des obus tirés depuis la ligne de front ont fait 5 morts dans la collectivité des Mouinigui, située à environ 5 km de Goma. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass, a parlé des dispositions prises pour assurer la protection des civils. Ces combats ont été très intenses jusqu'aux environs de 13 heures où les casques bleus onusiens ont observé que les FARDC ont gagné du terrain et ont pu engranger de succès assez considérables. Les forces loyalistes ont maintenu leur position vers Kibati, près de la colline de 3 Tours où se trouvent les rebelles du M23. Suite à ces combats, les obus sont tombés dans 2 quartiers de la ville de Goma, au quartier Katindo et Mourara. Les bilans fournis par le chef local fait état de 5 personnes gravement blessées. Les autorités municipales et les services de la protection civile arrivés sur les lieux n'ont pas voulu se prononcer sur la provenance de ces obus. Ils disent attendre une enquête balistique pour déterminer l'origine de ces obus et la nature de l'arme qui les a tirés. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a affirmé avoir donné l'ordre à la brigade d'intervention de la MONUSCO de réagir et de prendre des mesures nécessaires pour protéger les civils et empêcher toute avancée du M23 vers la ville de Goma. Direction au Palais du Peuple maintenant où le Présidium a promis, après réception du rapport du groupe de contact, de répondre. C'est vendredi, mais rien de tel à l'absence de la réponse du Présidium. Les athlètes et sportifs ont envahi le Parlement pour exiger la prise en compte de cette frange de la population dans ces concertations nationales. Eric Izami. Le RD congolais constitue un peuple à 2 volets, à la fois sportif et culturel. Au pays, le rendez-vous des concertations nationales s'annonce bien, et notamment le panel des disciplines sportives pratiquées en RDC, représenté par ces athlètes, ne veulent pas rater ces forums nationaux. L'ensemble du mouvement sportif a levé comme option que nous puissions participer à ces assises. Et nous avons pris contact avec la société civile, parce que nous sommes une sous-composante de la société civile. Et donc aujourd'hui, il était question, parce qu'il y a eu agitation au début, on a senti que le mouvement sportif risquait d'être écarté. Et nous sommes en train de revendiquer ces places-là. Je crois que ça va bien marcher. Les sportifs sont rangés dans la société civile. Et puisque le quota peut bouger à tout moment en hausse, tout comme en régression, dans un esprit fair play, ils ont espoir. Ces démarches ne commencent pas aujourd'hui. C'est depuis un certain temps que nous avons commencé et aujourd'hui je crois que c'est l'aboutissement. Nous avons des assurances que le mouvement sportif sera présent aux concertations. Il y a une petite commission qui est en train de travailler sur ce cahier des charges. Vous savez que le sport c'est le secteur qui nous reste quand on a tout perdu. C'est le seul secteur qui apporte de la bonne humeur aux Congolais et c'est un secteur où il y a beaucoup de critiques quand il n'y a pas de résultats. Nous pensons que nous avons quelque chose à dire et nous avons quelque chose à donner à ces concertations. Le Présidium a reçu jeudi 22 août le rapport du travail réalisé par le groupe des contacts chargé d'amender ou enrichir les thématiques et les règlements d'ordre intérieur. L'opinion attend que le Présidium en prenne connaissance pour fixer enfin le peuple congolais. Et puis, une frange de l'opposition politique congolaise estime que les préalables exigés par le conclaviste ne sont pas réunis. Conséquence, elle se propose de ne pas participer aux concertations nationales. L'honorable Jean-Lucien Boussa, député national et président du courant démocratique et rénovateur, en fait partie. Nora Olondo Iloua, Africa Mujinga, Damien Maungu. Alors qu'une bonne partie de l'opposition a mis de l'eau dans son vin, l'autre se retient encore et dit non aux concertations nationales. Dans le lot, il y a le courant démocratique et rénovateur du député national Jean-Lucien Boussa qui évoque quelques points de divergence. En ce qui nous concerne, en tout cas, il y a une frange importante de l'opposition qui a ancrage dans l'opinion. Nous considérons que beaucoup de préalables ne sont pas rencontrés. Sinon, le plus important, les préalables ne sont pas rencontrés. D'abord, vous allez vous rendre compte que on a privilégié les concertations et le dialogue. Premier problème. Deuxième problème, vous vous rendez compte que la composition telle qu'elle est sortie
de réunions de groupes de contact restent complètement déséquilibrées. Troisième problème, la question de l'opposabilité des décisions qui seront issues de ces dialogues. Il relève encore des préalables à satisfaire. On devra déjà lever l'équivoque sur la problématique de la révision constitutionnelle. Ça doit être affirmé clairement et nettement avant le dialogue que le mandat du président de la République ne sera pas prolongé par une quelconque transition, y compris la Constitution ne sera pas modifiée. Jean-Lucien Boussa souligne entre autres que si les préalables sont revus, le courant démocratique et rénovateur pourra revoir sa position et participer aux travaux proprement dits des concertations nationales. 76 dossiers sinistres ont été payés par l'assureur national à l'espace jeudi sinistre délimité ce 22 août 2013. Il s'agit des assurances vie, automobile et incendie. L'amélioration des conditions de paye des sinistres reste le cheval de bataille du comité de gestion et surtout un pari à gagner. Le reportage est de Willy Kacha. Chaque jour qui passe, les efforts ne cessent d'être fournis par le comité de gestion de la SONAS pour offrir à sa clientèle des services satisfaisants. L'échec n'a pas de place pour Carole Aguito Amela, administrateur délégué de cette entreprise du portefeuille. D'où cet appel alors de lancer aux différents directeurs pour le respect de l'objet social, à savoir la paye des dossiers sinistres et la maximisation des recettes. Notre véhicule qu'il avait cogné et le nôtre était encore tout neuf. On avait déjà désespéré, on croyait que peut-être on ne pouvait rien avoir, mais grâce à l'assurance, voilà maintenant ma raison d'être ici. Bon, moi je crois que l'assurance c'est la vie, c'est la sécurité. Bon, c'est peut-être ici chez nous où les gens ne comprennent pas encore pourquoi on ne doit pas s'assurer. L'assurance dans la vie est vraiment primordiale. Entre-temps, l'agence délimitée 7e rue reste pour la SONAS un cadre propice pour le paiement des dossiers sinistres. C'était également le cas ce jeudi 22 août 2013. Nous avons l'obligation de mobiliser toutes les énergies positives et productives que regorge la SONAS SARL afin de booster notre stratégie de relance axée sur la production par tous et pour tous. La survie de la SONAS SARL doit nous préoccuper tous. Aussi, parce que nous sommes dans l'élaboration du plan d'action, estimons-nous que ce n'est le moment propice de penser à l'innovation afin de verser dans le marché des assurances. Pour l'opération jeudi sinistre de la semaine en cours, l'assureur institutionnel a payé 76 dossiers sinistres grâce à la contribution des 10 agences. À chaque journée, sa célébration, le 23 août de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition. Cette date vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tout le peuple, conformément aux objectifs du projet interculturel. La route de l'esclave, elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et le Caraïbe. Au quartier Kogelos, dans la commune de Mongafula, les routes sont impraticables et se détériorent au jour le jour. Bientôt, Madame la pluie va reprendre à tomber et risque de causer d'innombrables dégâts si l'on y prend garde. Et ceci suscite des inquiétudes dans le chef des habitants de ces coins. Le constat est de Myriam Kapinga, Juzen Belebele et Patricia Amouli. Au quartier Kogelos, à Mongafula, la révolution de la modernité demeure un simple slogan. Les routes se trouvent en mauvais état et empêchent les conducteurs des véhicules, surtout des petites voitures, de circuler normalement. Certains sont obligés de faire des détours. Ici, la moto occupe une place de choix pour circuler. Le quartier Kogelos se trouve également en pleine capitale Kinshasa, mais à voir, on n'y croirait pas.
D'où cet SOS lancé au gouvernement par les habitants de ce coin. Les autorités doivent penser à réhabiliter les réseaux routiers de ce quartier qui fait également partie de la capitale Kinshasa. La révolution de la modernité est une affaire de tous les Congolais. Les résidents du quartier Congelos estiment qu'ils ont aussi le droit de goûter à ces fruits. Et comme l'état du réseau routier est un facteur du développement, l'autorité compétente a l'obligation de prêter l'oreille à leurs cris et d'agir dans le sens de leurs vœux. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patricia Molengo Mbolekuni. Revue de presse. Bonsoir. Le sujet des tabloïds de ce vendredi 23 août sont divers. Commençons par Forum des As qui annonce à sa une Kigali frappe au cœur de Goma. Bilan de l'attaque, 5 personnes tuées par de bombes en provenance du camp de M23, appuyé par le troupe rwandaise contre l'opposition des FARDC. Le quotidien s'interroge jusqu'où irait Kigali dans son entêtement criminel pendant que le général rwandais Gatama commande les opérations de troupes de Kigali aux côtés du M23. Les dépêches de Brazzaville ont abordé le même sujet en ajoutant que les forces loyalistes, à en croire les sources militaires, ont pris l'ascendance sur les rebelles dans ces combats qui se sont intensifiés la journée du jeudi 22 août. Le M23 a perdu de nombreuses unités dans ses rangs, indique-t-on. Il a fait état des dizaines de rebelles tués et de 12 autres capturés par les FARDC ainsi que des victimes parmi la population civile. Les confrères renseignent que cette situation a paralysé le trafic routier entre Goma et Rutshuru. Et comme toujours, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir pris l'initiative de cette reprise des hostilités, conclut le journal. Parlons de concertation où le phare informe que le M23 s'invite à ce forum national pendant qu'il est ignoré par le groupe de contact. Le quotidien poursuit qu'en dépit de plaidoyer d'une frange de l'opposition et de la société civile en faveur de la partie des groupes armés, dont le M23 aux concertations nationales ou au dialogue national, le groupe de contact chargé des toilettages de termes de référence de ces forums les a superbement ignorés. Comme pour rappeler à la mémoire collective qu'ils existent et qu'ils continuent de camper à un jet de pierre de la ville de Goma, les rebelles du M23 ont relancé les hostilités contre les FARDC. Alors que le groupe de contact a fini et remis les conclusions du travail lui est confié par le présidium. Hier jeudi 23 août, un groupe dit d'action pour la sauvegarde de concertation vient de voir le jour, rapporte le guide. Selon le journal, il s'agit de laisser pour compte des travaux préparatoires de concertation nationale qui ont décidé de se réunir en plateforme et qui se donnent pour mission de dénoncer les dérives dans la préparation des assises. De son côté, la manchette signale que Olenga Koy Gris Kingo. À en croire le journal, le co-président du présidium réclamerait $1 million américains de fonds politiques et 500 000 par jour pour la commission préparatoire. Précision donnée par le président de FONUS. En principe, leur travail d'une durée de 3 jours doit coûter au trésor public $1 500 000 américains. Mais le délai est loin d'être respecté. Le prolongement enregistré serait provoqué dans le but d'en tirer davantage de profit. L'actualité, c'est aussi l'arrivée depuis ce jeudi à Kinshasa de Flavia Pansieri, au commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, annonce l'Observateur. Flavia Pansieri aura des séances de travail avec le membre du gouvernement, de hauts responsables de forces de sécurité et du système judiciaire. Terminons avec Géopolis Hebdo qui relaie l'hommage au père Ekwa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mouangou. Le ministre de l'EPSP a relevé au bi-hebdomadaire qu'il était pleinement conscient du vide immense que le père laisse, mais aussi de l'héritage grandiose qu'il lègue à la postérité. Fin de cette revue de presse, bon début de week-end à tous. Voilà, nous avons encore reconnu la voix de Natacha Bomongo dans cette revue de presse. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements, c'est donc au nom d'Africa Mujinga, chef d'édition, et toute l'équipe qui nous a accompagnés. Bonsoir.